Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Comme toujours. Vous le savez, comme toujours, c'est une émission qui est consacrée au patrimoine vivant, immatériel, les savoir-faire d'hier et d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va parler d'une activité en voie de disparition, quoique, les bouilleurs de cru. Allez, viens boire un petit coup à la maison. Ah, peut-être. Il y a du blanc, il y a du rouge. Ah, bah non. des saucissons. Allez, viens boire un petit coup à la maison. Ah oui, chantons le vin, chantons la vigne, chantons la vie, le vin mignon et l'eau de vie avec notre invité. Notre invité, il est bouilleur de cru. Qui l'eût cru pour cet ancien coiffeur? Comment est-il devenu? Eh bien moi, chers téléspectateurs, j'ai ma petite idée. Laissez-moi vous murmurer quelques mèches basses et vous révéler sa biographie vraie de vrai, à peine inventée. Venu au monde au forceps de vigne, notre invité est né avec le chromosome X. Dès sa naissance, on a compris que le vin était sa seconde nature. La veine cave, les globules rouges, l'œil blanc, le teint rosé, élégant, robuste, bien charpenté. C'est tout naturellement que le petit Frédéric a poussé ses études jusqu'au Bacchus plus 5. Mais s'il a consacré une partie de sa vie, je le disais tout à l'heure, à la coiffure, à murmurer des mèches basses, à défriser les tristes tresses, à démêler les nœuds de la vie, un jour, dans le secret du salon, il a dû trouver barbant ou rasant de tailler les barbiches, et il a cogité à une autre vie, un autre métier, dans son alambic intérieur, celui qui distille les rêves vignobles et les songes. Eh bien, il a fait le sarment de se consacrer à sa passion. Il fallait l'entendre supplier et siffler les vers suivants dans son salon. Ô vin, donne-moi ta nain, tes senteurs et ta flore, le cœur a ses raisins que la raison ignore. Bref, à force de passion, il est devenu bouilleur de cru, qu'il y cru. Comme dit l'adage, pardon, j'ai rien bu, hein. Chasse là le naturel, il revient au goulot. Dans un instant, il va nous parler de son activité. Mais avant, permettez-moi de vous prévenir et vous dire que notre invité est un fiefé fermenteur, donneur de mout, Saint-Marc du raisin. C'est un bouilleur affermenté, un professeur de malt, un tireur d'élite, des litres et des litres de sens de la vie. Bref, un homme qui est un bon buvant, un jubilatoire, un jeté du jaja, de la jactance, un passionné qui n'a pas fini de nous en faire boire de toutes les couleurs. Autant dire qu'il a une sincère joie de vivre. Tant qu'il y a de la vigne, il y a de l'espoir. Allez, croyez-moi, même si ce métier se fait de plus en plus rare, ce n'est pas demain qui va le tourner ces pages. Allez, trêve de plaisanterie, il est temps de passer aux choses sérieuses et d'accueillir notre invité, Frédéric Lusseau. Je vous assure, j'ai accroché sur les mots, mais je n'ai pas bu. Hein. Je suis pas allé à l'aérobic. Bonjour Frédéric. Bonjour, merci de nous recevoir. Ah bah avec grand plaisir. Permettez-moi, avant de commencer, et puis que vous nous disiez tout des coulisses de ce métier de bouilleur de cru, qui est un vieux métier, je disais, quoique j'en sais rien, peut-être que Jean-Pierre nous éclairera à ce sujet, mais permettez-moi de vous présenter nos bons buvants aussi, nos bons vivants, nos deux Jean-Pierre, qui ne restent pas en carafe et qui adorent qu'on les chambre, et je m'en prive pas, comme le bon vin. Bonjour, ça va bien? Bonjour Jérôme, avec un bouilleur, j'ai le sang qui bout tout de suite. Ah. Je me suis dit, mais quelle petite phrase il va faire? Oui. On va quand même qu'on prenne quelques secondes pour souhaiter une bonne année. Mais vous avez raison, oui. non mais moi je trace... Mais on était déjà dedans. Mais oui, mais vous avez raison. Bonne quelques année. jours et puis ça y est. Alors comment qu'on vous dit? Bounanaï? Bonne année. Bonne année, bonne santé, la crotonnaille, toute l'année. Toute l'année, ben ça c'est... Maman on disait, quand on tue, tout au long de l'année. Ah oui, mais c'est vrai, on n'est pas du même pays. Ah non. Moi, Vous voyez, une année nouvelle, mais ils n'ont pas changé. Il y a 15 km de différence. Ah oui, mais des grands kilomètres. Mais ils sont déjà moins bien éduqués que par chez nous. Je suis désolé, mais... Non, mais on n'est pas moins bien, on est différent. C'est ça. Ce qui fait l'intérêt de chacun. C'est ça, c'est beau. C'est la différence. Philosophe toujours cette année 2024. Mais c'est plus fort que moi, je c'est peux bien, pas c'est ne bien. pas l'être. Eh bien, cher philosophe, qu'est-ce que vous nous cuisinez pour cette nouvelle année? Ben, c'est la saison du lieu jaune. Il y a le lieu noir et le lieu jaune, c'est la période de pêche. Ouais. Donc il faut en profiter, parce que c'est des produits de saison qui sont à un prix raisonnable. Voilà, ça fluctue au fur et à mesure de la demande et de la pêche, mais c'est des produits frais qu'on peut cuisiner toute l'année. Et comme moi je suis un gars du pays, ben, j'ai mis de la mojette avec. Voilà. Ça vous va, Frédéric? Parfait. et puis je disais, Jean-Pierre, peut-être un métier assez vieux, mais j'en sais rien, en fait, j'ai dit ça bah comme ça. Si. Si. Moyen-Âge et tout ça, ça existait. Ça existait. Ah oui. Non, mais moi je vais vous faire entendre deux témoignages, comme d'habitude. Hein, à quoi ça sert l'eau de vie? À quoi ça Ben sert? oui. Non, mais autrefois, à quoi ça servait?
On n'aura peut-être pas de la Parce même que vue des c'est choses. l'utilité n'est pas la même aujourd'hui. Et puis les souvenirs d'une personne qui en 1931 tenait déjà un alambic. Ah. Hein, on va entendre un ancien brûleur ou bouilleur. Bouilleur ambulant ou loueur d'alambic. Le bouilleur de cru, en c'est fait, intéressant ce que vous le bouilleur de cru, alors c'est toujours c'est-à-dire que les journalistes titrent toujours bouilleur de cru Oui. parce que dans l'inconscient collectif, c'est ça. Oui. Mais effectivement, moi je suis bouilleur ambulant ou loueur d'alambic. Le bouilleur de cru, c'est le client qui vient faire bouillir son cru. Ah d'accord. Voilà. D'accord. Et donc le bouilleur de cru n'est pas un distillateur. Ben non, le bouilleur de cru, c'est un client. C'est un client. Moi, je suis un bouilleur D'accord. ambulant. D'accord, bouilleur ambulant. Souvent, les gens disent bouilleur de cru. Ouais. C'est, voilà, Ouais. on comprend tous ce que ça veut dire, quoi. Dans le portrait vrai de vrai, un peu beaucoup inventé, je vous ai dressé, il y a quand même du vrai. Vous étiez coiffeur, c'est ça? Ah oui, tout à fait. Ouais. J'ai été coiffeur pendant 25 ans, Ouais. dont 16 ans à mon compte. J'ai eu 2 salons de coiffure. Deux salons. Ouais, Un en d'accord. Deux-Sèvres et un en Vendée. Donc Ouais. mon dernier salon, il était à Benay, en Vendée. Ok. Ah Voilà. oui, limitrophe. Limite, mais, Mais ventre c'est à chou- Vendée, ventre à Vendée, chou quand Vendée. même. Ah, ouais. Et là, vous êtes toujours sur ce même territoire Alors, en tant que bouilleur de cru? ah ben là, maintenant, moi, mon territoire, j'ai une tournée de 11 postes, dont la plupart sont en Vendée. D'accord. J'en ai un dans le 7-9 et puis 2 dans le 17. D'accord. Sinon, la plupart, c'est une tournée vendéenne. Ouais. Dans le 7-9, yes. Ouais. Chez les Belous? Non, pardon. On va pas se fâcher, pardon. Pour ce début d'année. Et alors, qu'est-ce qui fait qu'on passe de coiffeur à... Parce que vous dites, j'ai eu jusqu'à 2 salons, Ouais. j'ai fait ça Enfin, longtemps. je les ai pas eu en même temps, je les ai eu d'accord. l'un après l'autre. L'un après l'autre, d'accord. Ouais, eh bien, je pense que c'est le contexte économique. C'est très difficile, hein. La coiffure, c'est un métier c'est compliqué de gagner sa vie aujourd'hui en coiffure. Et donc moi, j'avais un petit salon homme, enfin même si je faisais un peu de coiffure mixte, mais c'était principalement de l'homme. Et je gagnais pas grand-chose en fait. Et donc comme je gagnais pas grand-chose, je me suis retourné vers la terre. J'élève des moutons, je me suis mis à élever des moutons, une dizaine, hein, voilà. Ouais. Et je me suis mis à faire de la vigne. Et donc je me suis mis à faire mon vin. Et là, je me suis retrouvé client, naturellement, quand vous faites votre vin. À un vous moment, allez à l'alambic. vous allez faire de l'agneau pour faire votre pinot. Voilà. Et donc, je me suis retrouvé client sur cet alambic. Et puis, un jour, il y avait une pancarte à vendre dans l'alambic. Et puis, voilà. C'est mon frère, il me voir, il me dit, t'as vu que l'alambic est à vendre? J'ai dit, oui, je sais. Il me dit, allez, vas-y, là. Fonce. Et puis à un moment, c'est vrai, j'ai dit, j'en peux plus de la coiffure, j'en pouvais plus, quoi. Vous faites le pied de grue toute la journée dans 20 mètres carrés. C'est difficile. Puis je commençais à avoir mal partout, bizarrement. Là, je soulève des tonneaux toute la journée, j'ai mal nulle part, quoi. Mais. Des gestes contenus. J'avais l'épaule gauche qui Répétitif, descendait plus, elle était restée en haut parce que vous avez le peigne qui est plus haut que le ciseau. Il était temps que ça s'arrête, quoi. D'accord. Voilà. Et du coup, on suit une formation ou Oui, alors j'ai été formé sur le tas. Ouais. Comme mon centre de coiffure était fermé le lundi, tous les lundis j'allais sur l'alambic avec le propriétaire. Et puis j'ai été formé sur le tas, quoi. Mais c'est moins compliqué d'apprendre la distillation que d'apprendre la coiffure, par exemple. Hein. C'est vrai. Non, mais c'est sûr. Moi, j'ai fait 50 formations pour couvrir tout le spectre de la coiffure, coiffure homme, coiffure dame, les bigoudis, tout ça. Il m'a fallu 50 formations. Bon, la distillation, je sais pas combien de jours, mais le gros du travail, c'est le client qui le fait, hein, c'est clair. Ça, voilà. S'il ramène du caca, je sortirai du caca. S'il ramène une Rolls, je lui fais une Rolls. Après, c'est un métier on est plus un opérateur de maintenance qu'autre chose. Hein. C'est-à-dire que c'est ça, tout le gros de ce métier, c'est d'avoir une machine qui fonctionne et qui ne fuit pas. Et c'est un sacerdoce. Hein. Et du coup, quand vous l'avez acheté, et vous avez fait des révisions, vous avez fait. Elle était en bon état? Non. Elle était toute pourrie. D'accord. Elle était toute pourrie et les éléments principaux étaient foutus. Sauf que ça représentait une très grosse somme d'argent. Donc on a démarré comme ça. On a démarré avec une machine qui tenait, on ne sait pas trop comment. Et puis, comme on a fait ce qu'au départ, j'étais associé. Hein. J'ai pris cette affaire avec un copain d'enfance. D'accord. On n'est plus associés aujourd'hui. On s'est séparés, mais du coup on a fait 2 très belles saisons dès le départ, ce qui nous a permis finalement de changer les 2 pièces maîtresses, à savoir la chaudière et la colonne de rectification, qui sont vraiment les 2 éléments les plus coûteux. Et voilà, donc après ça a été pile poil, quoi. Hein, voilà, c'est très bien tombé.
Alors c'est quoi cet alambic? Parce que quand on en voit, on a l'impression d'une machine droit sortie de l'univers de Jules Verne. C'est plein de... Oui. C'est toute une tuyauterie, c'est quoi? C'est du chinois au départ. Hein. Il y a C'est des du- vannes ouais. partout, il y a des tuyaux partout, on ne comprend pas ce qui se passe. Et c'est puis- quoi le principe alors? Le principe, il est simple. Hein. Il y a de l'alcool dans les tonneaux qui est à l'état de vin, si on veut. Par exemple, si on prend du vin, vous avez un vin à 12 degrés. L'idée, c'est d'arriver à sortir cet alcool, mais de façon pure, quoi. Et donc, ça, c'est la distillation. On chauffe, tout simplement. Sous l'effet de la chaleur, les alcools partent à l'état gazeux. Et là, on les récupère. Et condensation dans un serpentin. En fait, ça se condense et retour à l'état liquide, quoi. Voilà, donc c'est extraire l'alcool pur contenu dans cette fermentation alcoolique qu'est le vin, les prunes, etc. etc. Et qu'est-ce que les clients amènent alors? Ils amènent des fruits, ils amènent... Ils amènent ils emmènent. Alors, normalement, on est censé arriver à l'alambic avec ce qu'on appelle un mou. D'accord, donc ça a déjà... Donc un mou, bien- ça porte bien son nom, c'est mou. Hein. Il y a quelques semaines... Non mais quelques mois. ce que je veux dire, c'est qu'il faut que ce soit liquide, le plus liquide ouais, possible. Donc c'est des prunes fermentées, c'est des poires écrasées fermentées, des pommes écrasées fermentées, du vin. Voilà. En fait, il y a pas. Tous les fruits peuvent fermenter, si Peuvent vous voulez. fermenter, d'accord. Il y en a même qui ramènent du melon, par exemple. Ah oui? Ouais. Ouais. Alors, c'est pas la meilleure eau de vie. Hein. C'est vrai. Non, c'est comme la vodka, c'est pas ce qu'il y a de meilleur. Hein, mais ouais. quand on a que des patates et des betteraves, on se débrouille. Et puis, quand on a envie de boire un petit coup, on trouve une astuce. Hein. Et les mecs dans le nord de la Russie, ils ont trouvé avec les patates et les betteraves. Hein. Et ça fait son effet, a priori. Ah oui. Ouais. Ce que je vous propose, puis j'en profite parce que c'est un peu la magie du direct, pour demander aussi d'avoir un peu une idée du temps, parce que d'habitude je vois à peu près où on en est. Voilà, c'est magique, ça arrive devant mes yeux. Et c'est justement, c'est l'intuition. Cette nouvelle année, je savais que c'était le moment de Jean-Pierre Pouveau. Allez, on passe à table. J'en profite pour remercier et souhaiter une bonne année à l'équipe qui est en studio. C'est réciproquement bonne année à toi, Jérôme, et au bouilleur de cru, bien sûr. Parce que c'est important. À toi, Jean-Pierre, mais c'est bien longtemps qu'on s'est souhaité. Ils se sont bisés déjà. Oui, bisé, rebisé. Et sans vouloir couper un cheveu en quatre, voilà. C'était une recette basique que j'ai fait souvent. Hein. C'est un filet de lieu de mosettes. Alors en gros, pour caricaturer la recette, on fait cuire des mosettes à part et après on fait une fondue de tomates avec des oignons, de l'ail. Et les mosettes qui sont cuites, pas trop, mais juste pour qu'elles soient mangeables, on les égoutte. Et dans cette fondue de tomates, alors nous on a fait pas mal de conserves de tomates fraîches. Voilà, dans les conserves de tomates qui ont été faites à la bonne saison, on les ressort et ça sert de base. Hein. Et donc une fondue d'oignons, échalotes, d'ail, du thym, du laurier, la mosette cuite, on la met dedans. Et à part, moi je mets toujours le poisson un petit peu dans le gros sel pendant 1 heure ou 2. D'abord ça le raffermit, ça permet de le manger à peine cuit, quoi. Voilà. Et donc on le laisse 2 heures dans le gros sel, on le rince. Et moi, je le fais cuire au beurre, parce que rien ne vaut le beurre. Et j'ai même pas encore parlé de la crème. Oui. J'ai même pas encore parlé de la Vous nous crème. gardez ça pour une prochaine Ouais, émission. peut-être à la fin de la parce que recette. vous avez une année à tenir. Hein, quand même. Mais oui, peut-être c'est pour à la ça. fin- peut-être à la fin de la recette. Peut-être si je peux pas faire autrement, si c'est vraiment ça me donne, l'eau me monte à la bouche, tant pis, je mets un petit peu de crème. Hein. Allez-y, votre petite crème. Et alors donc, le lieu jaune qui a été mis dans le sel un petit peu avant, dame, on le rince et on le saisit côté... moi, je garde toujours la peau, parce que c'est la peau qui donne le goût au poisson, quelque part. Bon, c'est pas vrai pour tous les poissons, mais notamment à l'arrêt et d'autres, mais là, le lieu a une peau très fine, et la peau, quand elle est croustillante, on le retire, et on met ça sur la mosette qu'on a cuisinée avec la fondue de tomate. Et on met un petit peu de chapelure à base de parassis, si j'en ai déjà parlé. Et on fait gratiner ça au four avec un petit peu de gruyère dessus. Et on mange le plat comme ça, complet, avec les mosettes dans le fond. Et si vous n'aimez pas les mosettes, vous faites la même chose pour le poisson. Et vous mettez le légume que vous souhaitez de saison. En accompagnement. Une fondue de choux, ça peut le faire. Ouais. Tout est permis. Mais je trouve que la mosette, d'abord, c'est un légume qui nous veut du bien. C'est vrai. Qui nous veut du bien. Et on n'en profite pas suffisamment pour des raisons bien connues,
qui sont fausses, parce que la mosette, quand on la fait cuire, moi, je fais toujours une ébullition et je jette toujours le premier jus de cuisson. Elles sont à ébullition après avoir trempé 4-5 heures, pas plus, sinon ça devient toxique. Quand elles ont trempé 4-5 heures, je vire. D'ailleurs, quand on fait cuire le premier jus de mosette, ça mousse dessus. Il y a plein d'impuretés. Ouais. Et ça, il ne faut pas le garder. Alors on écume un peu et on égoutte au bout de 5 minutes. Et après, on remet de l'eau chaude et là, on commence la vraie cuisson de la mosette. Et du coup, pas d'effet. Et du coup, pas d'effet. Enfin, moi, j'en ai plus. Et pourtant, Le je processus pourrais... de paix n'est pas enclenché chez vous, c'est ça. C'est ça. Oh là là, pardonnez-moi. Non, il fallait... C'est la première de l'année, hein. Je ne sais pas si ce sera l'image de toute celle qui reste à C'est faire. pas l'épée dans l'eau. Hein. Ouais. Donc avec votre recette, on n'a pas le plaisir du lendemain, quoi, du coup. C'est ça. Alors que moi, normalement, on est tous conçus pareil pour en profiter longtemps. Merci beaucoup Jean-Pierre. Non, en ça tout fait cas. plaisir. On parlait, vous nous avez donné tout à l'heure à Frédéric le principe de l'alambic. C'est en quelle matière vous, elle se présente sur un camion, c'est ça? Ouais, Et après- c'est une machine des années 30-40 comme toute. D'accord, donc en cuivre? Oui. En cuivre. Oui, c'est toujours mieux dans le cuivre, hein. Il y en a certains qui refont faire leur cuve en inox et apparemment ils le regrettent après. Est-ce que ça résiste moins au changement de température? Ça Non. change le goût. Ça change le goût. Ouais. D'accord. Ouais, ça change le goût et donc moi j'ai une machine en cuivre effectivement. Et il faut. C'est comme la confiture normalement, c'est dans les bassines en cuivre. Hein. C'est Bois. pareil. Et ça fonctionne au bois? Oui, ça fonctionne au bois. Ouais. Je suis repassé au bois. Enfin, j'étais au fioul, mais devant la hausse des prix, j'ai dit salut, on retourne au bois. C'est bien, ça a calmé les choses. Parce que un brûleur fioul pour faire tourner ma machine, c'est 300 kW. Ça fait 10 brûleurs de maison à peu près. Donc ça fait toute la journée, c'est infernal, ça pue. Enfin, là, le bois, c'est calme, ça sent bon. Ouais. C'est top. C'est une machine qui est dangereuse quand même ou pas? Si vous êtes bourré, oui, c'est dangereux. D'accord. Mais si vous déconnez pas avec ça, il faut qu'il y ait de l'eau dedans. Voilà, il faut qu'il y ait de l'eau dans la chaudière, sinon effectivement. Il y en a un qui est mort il y a quelques années. Ah oui. Sa chaudière a pété, il n'y avait plus d'eau dedans. Et... Ah, du coup, ouais. Bon, mais les accidents sont quand même très rares. Et puis voilà, si vous êtes un petit peu lucide, vous vérifiez, voilà, ça se passe bien. Et est-ce qu'il y a une saisonnalité? Ou est-ce qu'on est bouilleur? Alors pardon, hein, je reprends l'expression bouilleur de cru toute l'année. Comment ça se passe? Alors ça c'est encore toute une affaire. Chaque département en fait a une saisonnalité. Ouais. Vous avez par exemple la Mayenne qui est le seul département français qui a le droit de distiller 365 jours par C'est an. vrai? Pourquoi la Mayenne? On ne sait pas. On sait pas. Voilà. Et donc nous en Vendée, c'est l'hiver, hein, c'est la période d'hiver, c'est-à-dire novembre jusqu'au mois de mai, quoi. Voilà, c'est suffisant. Puis de toute façon, après distiller en été, c'est compliqué. Même au mois de mai, parfois quand il fait 30, on a du mal à refroidir. Oui, c'est On a ça. du mal à refroidir, donc du coup la gnôle sort chaude, c'est pas top. Non, c'est un travail d'hiver, quoi. Et quelle qualité il faut pour exercer ce métier? Il faut aimer la patience, aimer le contact? Alors, oui, évidemment, il faut aimer le contact, évidemment, il faut avoir cette envie d'aller vers les gens, quoi. Hein. Ça, vous prenez votre machine et puis vous allez vous poster, vous allez vers les gens, c'est pas eux. Enfin, eux, ils viennent vous voir, mais voilà, c'est quand même vous. Alors, vous avez cette responsabilité de l'accueil. C'est ça, ouais. Ouais, je pense qu'il y a ça. Bon, il faut aimer le terroir, évidemment. Il faut pas être alcoolo. Parce que sinon c'est baisé, hein. Il y a de l'alcool qui sort toute la journée. Oui. Si vous êtes alcoolo, vous êtes mort, quoi. Ça tient pas longtemps. Donc voilà, et faut être mécano, hein, par contre. Hein. On a bien compris, parce que quand on achète et qu'il faut déjà... Faut être mécano, ouais. Moi je l'étais pas du tout au départ, moi je m'y suis mis, hein, mais c'est vrai que c'est comme dans tous les métiers, il y a ce que vous voyez, puis en fait le métier c'est ce que vous voyez pas, en réalité. Hein. Je pense que c'est comme ici, hein. Il y a tout le boulot derrière. C'est ça. Voilà. Parfois on n'a pas le chronomètre aussi. Mais voilà, c'est ça. Donc les qualités, c'est d'abord d'être un bon mécanicien. Quand j'ai passé mon diplôme, il y a un petit diplôme là maintenant. Ça a été mis en place il y a 2 ans, un tout petit diplôme de 6 jours. Et quand j'ai passé mon diplôme, ils mettent quelles sont selon vous les qualités d'un bouilleur ambulant. Et j'ai répondu plomberie-mécanique. Et ils m'ont dit oui, c'est pas ce qu'on voulait entendre. Et je leur ai dit, c'est peut-être pas ce que vous vouliez entendre, mais c'est ça la réalité. Tout le reste, c'est du pipeau, quoi. Alors, évidemment, il faut aimer le contact avec les gens, bien sûr, etc. Mais c'est vrai que ça, c'est très important. Et il y a des mecs qui étaient très mauvais au niveau de la maintenance, qui avaient des machines qui fuyaient de partout, et les clients ont fui aussi, naturellement. Qui sont les clients?
Bah, c'est les gens du terroir. C'est les gens du coin. C'est vraiment oui, oui, moi, comme je me déplace de village en village, bon, c'est les gens du village en Un général. certain âge ou pas? Alors, oui, alors et d'ailleurs ça fait un peu peur parce que moi j'ai une grosse partie de ma clientèle, c'est la génération boomer. Hein. Ouais. Ils ont 80 ans, hein, facile. Ouais. Donc on sait bien que ça va pas durer. Donc il y a beaucoup ces gens-là, effectivement. Là, on sent bien que c'était traditionnel. Tous les ans, on va à l'alambic. Ouais. Après, leurs fils ont moins distillé, souvent ont moins distillé. Ils ont réussi à obtenir des boulots qui ont fait qu'ils sont détournés du terroir. Ils ont gagné de l'argent et ils ont laissé tomber tous les trucs de papa, quoi, en gros. Et on a un retour, par contre, d'une jeunesse là, qui, justement, comme moi, qui se retourne vers le terroir, puisque les promesses n'ont pas été tenues. Moi, les promesses au niveau de mon ancien métier n'ont pas été tenues. J'avais pas le SMIC. C'est pas compliqué, je n'avais pas le SMIC. Donc, promesses non tenues, tu vas voir ailleurs. Et donc, on a des jeunes qui reviennent, gens de 30 ans, qui font du super boulot. Ils sont super contents de retourner, de refaire les gestes non pas de papa, mais de papy. Papy, ça a sauté une génération. C'est ça, ouais. Bon, il y a des gens de 60 ans, 70 ans qui distillent, mais c'est vrai que... Mais c'est uniquement masculin, il n'y a pas de femmes. Si. Ah si, il y en a, voilà. Il y a des femmes. Il y a des femmes oui. Par exemple, là, j'ai distillé pour une jeune femme, là, qui est pas du terroir, elle est dans le spectacle, et elle me fait des camelotes extraordinaires, super produits, quoi. J'ai quelques femmes, si. Bon, évidemment, c'est beaucoup plus un truc de mec, ça, c'est évident. Et donc, on va voir, je me permets de vous couper parce qu'on va voir si dans le temps c'était un truc de bonhomme ou de bonne femme, puisque on fait un bond dans le temps avec la chronique de Jean-Pierre Bertrand, on passe de bouche à oreille. Oui, dans le temps, ça a toujours existé. Et je pense que il ne faut pas oublier que quasiment, en tout cas en Vendée, quasiment tout le monde avait sa vigne. Ouais. Ça, c'était une première constante. Élément qu'on n'a pas aujourd'hui. Les gens d'un bourg, par exemple, s'arrangeaient à avoir leur vigne. Le boucher, le charcutier avait peut-être 4 ans de vigne chez machin. Tout ça existait. Mais à l'époque, l'eau de vie, j'aime pas le mot gnôle. Pourquoi c'est péjoratif, non? Ouais, c'est péjoratif. Pour moi, c'est l'eau de vie. Et la vie, c'est... Voilà. Et autrefois, c'était justement parce que ça soutenait la vie. Et on va entendre Madame Augustine Auger, qui est quasiment de chez vous, de Longève. On reste dans le sud Vendée. Qui est née en 1911, paix à son âme, qui va nous expliquer à quoi servait l'eau de vie dans sa jeunesse. D'accord. Là, ça se passait comment, ça, cette vie? C'était du résidu du vin, puis quelquefois des prunes. Et puis là, on en a fait même avec des poires. Oui, alors vous alliez conduire ça à l'alambic? À l'alambic. Alors ça, c'était tous les ans? Tous les ans, il y avait Tous les quelqu'un ans, qui passait oui. pour... Alors, elle était consommée comment, cette eau de vie? La machine à battre qu'on avait les hommes, je prenais la goutte avec le café. Et puis autrement, en premier de blanc, on avait des amis qui venaient nous voir, on faisait de la liqueur. La liqueur. Et Frédéric, vous vouliez, pendant le sujet, vous nous disiez, attention, l'eau de vie. Oui, le terme eau de vie concerne la distillation du vin. Oui. Voilà. Sinon, après, ce n'est plus de l'eau de vie. D'accord. Voilà, la terminologie exacte. Mais bon, on appelle eau de vie. En tout cas, M. Bertrand préfère vraiment le mot eau de vie. Non, mais c'est vrai que le mot gnôle fait renvoie soifard, bien sûr. etc. Et moi, je ne me baigne pas dans la gnôle, je me baigne dans l'eau de vie. Dit-il. Nos anciens appelaient ça de la goutte. Oui. Ah, de la goutte. La goutte, oui, bien Voilà, sûr. moi, c'est le mot que j'ai toujours entendu Oui. dans ma jeunesse. Le deuxième témoignage qu'on va entendre par chez vous, Chaillé-les-Marais, c'est de Georges Chapitreau, qui est né en 1921 et qui a été bouilleur de cru, donc sur le secteur de Chaillé-les-Marais, et qui va nous parler du fonctionnement de l'alambic. Comme ça, vous allez avoir un témoignage de l'avant-guerre. Ah ben, on écoute. Il y avait une position... Ah, il y avait qu'un lieu fixe pour les alambics. Oui. Alors, notre lieu, nous, c'était maintenant le lieu, c'était dans le bas du champ de foire. Alors, il fallait aller chercher l'acquis, quoi, à la recette buraliste. Vous chauffiez au bois ou au charbon? On chauffait au charbon. Au charbon. Mais les premières, il y en avait qui chauffaient au bois.
Et puis, combien de temps il fallait donc pour Pour distiller comme on appelait, faire cuire une chauffe, il fallait 1 heure, 1h30. Alors il fallait environ 10 litres de lait pour faire 1 litre de vie. 10 litres ou 12 litres, ça dépendait. Merci beaucoup Jean-Pierre pour votre chronique et ce bond dans le temps. Frédéric Lusseau, je me tourne rapidement vers vous parce que je crois que vous avez un scoop. Il est question de droit parce que forcément on dit le droit va disparaître, c'est souvent une phrase qui revient. Qu'est-ce qu'il en est? Je crois que pour cette nouvelle année, vous avez des nouvelles fraîches. Oui, depuis le 1er janvier 2024, c'est une bombe qui est tombée dans le monde de la distillation. C'est absolument impressionnant. Les taxes ne vont plus exister, sauf pour ceux qui dépasseront 5000 degrés, c'est-à-dire 100 litres à 50 degrés. Donc les gens vont pouvoir venir distiller sans payer de taxes, c'est absolument... C'est fascinant, c'est vraiment... C'est inédit. Ah oui, c'est incroyable, je n'y crois pas encore. Quoi. Bon, écoutez, ça veut dire qu'il y a du travail en perspective. Eh ben oui, effectivement. C'est tout le bonheur qu'on vous souhaite. Merci en tout cas d'avoir, avant que vous soyez débordés, d'avoir pris ce moment-là, puis belle année à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci de Jean-Pierre. Ben merci. À bientôt. La bonne année. À bientôt. Et puis Et puis la bonne année. Chez nous, disons attentat. Ah,